La société dont on va parler aujourd'hui, vu qu'elle est assez peu connue du grand public, au départ je comptais simplement vous la présenter aux côtés de deux autres valeurs dans une vidéo à thème, mais je l'ai trouvée tellement intéressante que je me suis dit que ce serait une très bonne idée que d'en faire une analyse individuelle. Vous avez lu le titre, aujourd'hui on va parler d'Ametech. D'après Dataroma, c'est la troisième plus grosse position dans le portefeuille de François Rochon avec 168 millions de dollars. Il en a d'ailleurs acheté chaque année depuis 2018. François Rochon, il définit l'entreprise comme un mini Danaher de l'industrie. Ça nous donne une petite idée des qualités qu'on peut lui trouver. Donc, dans cette vidéo, je vous propose qu'on balaye ensemble les fondamentaux de l'entreprise et on finira comme d'habitude par jeter un œil à la valorisation sur mon fichier Excel. Ok. Donc, hormis le fait que c'est une entreprise qui a aussi l'étiquette de société un petit peu ennuyeuse, c'est vrai que Ametech a une approche, une stratégie similaire à celle de Danaher. On va revenir sur les différents points en commun parce que je trouve que c'est intéressant. Premièrement, ils ont un portefeuille de produits très diversifié dans ce qu'ils identifient comme leurs 6 domaines clés. Aéronautique et défense, automatisation et fabrication, test, mesure et détection, médecine et santé, énergie et enfin recherche et développement. Et dans chacune de ces divisions, ils ont des produits leaders dans des niches industrielles où il y a très peu de concurrence. Par exemple, Rotron, c'est une marque de ventilateurs très performants utilisés pour refroidir des systèmes critiques dans des environnements exigeants type aéronautique, défense. Un autre exemple, ça va être leur marque Programmable Power qui vend des blocs d'alimentation qui délivrent des tensions et des courants extrêmement stables utilisés par exemple pour tester des composants sensibles comme des semi-conducteurs. Et ils proposent des tas d'autres produits très spécifiques de ce type, par exemple des moteurs, des filtres, des sondes, des scanners, etc. etc. Et l'idée derrière une grande partie des composants qu'ils vendent, c'est qu'ils ne représentent qu'une petite partie des dépenses du client, mais leur simple défaillance peut avoir des conséquences catastrophiques pour le client. Par exemple, dans le cas du ventilateur qui dysfonctionne, ça peut créer une surchauffe, voire un incendie dans l'avion ou la fusée, je ne sais pas. Et dans le cas du bloc d'alimentation, c'est des semi-conducteurs qui peuvent être endommagés, donc être invendables. Ce qui fait que bien souvent, le client n'a aucun intérêt à remplacer le produit d'Ametech par une version concurrente moins chère et moins éprouvée qui risquerait tout simplement de lui faire perdre beaucoup de temps et d'argent. Donc de prime abord, tout ça, ça peut paraître très technique, mais au final, leur modèle, je le trouve assez clair. Ensuite, ils ont une vraie culture de l'efficacité opérationnelle. C'est d'ailleurs un des 4 piliers de leur modèle de croissance. Pour ceux à qui ça parle, ils ont une gestion de la production inspirée de l'approche Lean qui prend ses sources dans le système de production Toyota. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça leur permet d'avoir une excellente gestion de leurs coûts. Et ça, c'est notamment ce qui explique l'amélioration de leur niveau de marge opérationnelle qui est passé de 16% en 2005 à 26% en 2024, donc une augmentation de 10 points en 20 ans. C'est typiquement le genre de truc qu'on aime voir en tant qu'investisseur. Et leur troisième grand trait en commun avec Danaher, c'est évidemment la stratégie de croissance externe. Ametech, c'est une société qu'on peut ranger dans la catégorie des serial acquirers, puisque c'est dans les acquisitions qu'ils déploient l'immense majorité de leur capital. C'est très clair sur ce graphique en orange. Alors je dois vous avouer que je ne suis pas le plus grand fan de ce type de stratégie sur le papier. On va dire que j'ai un peu de mal à me projeter dans le sens où si un jour les opportunités de rachat se tarissent ou deviennent trop chères, ça peut poser des problèmes en termes de croissance. Mais c'est vrai aussi que certaines sociétés, les Constellation Software, Transdigm, Danaher, etc., ont un vrai savoir-faire en la matière. Elles l'ont prouvé. Elles font chaque année de petites et moyennes acquisitions pour lesquelles elles payent un prix juste en utilisant majoritairement leur propre cash. Et ces sociétés, elles les intègrent au fur et à mesure à leur propre écosystème en leur partageant leurs recettes du succès pour booster les marges, la productivité, l'innovation, etc. Donc quand c'est fait de manière intelligente comme ça et que c'est mis en œuvre par un management qui est discipliné et qui est rationnel, je trouve que c'est quand même assez séduisant. La croissance du revenu est également séduisante. Regardez-moi la beauté de ce graphique, un revenu CAGR de 8% sur 20 ans avec une croissance très régulière, a priori très peu cyclique. Ça, c'est un effet direct justement de leur stratégie de croissance externe.
Leur autre atout en termes de revenus, c'est que c'est une société qui est bien diversifiée, tant au niveau géographique. On voit qu'on a un poids plus important des États-Unis qui représentent la moitié du revenu, mais pour le reste, on a plus ou moins 20% Asie, 20% Europe. Je trouve ça relativement équilibré. Et cette diversification, on la voit aussi au niveau des produits et des marchés finaux. On en a parlé juste avant. C'est très intéressant aussi. Dans leur 10K, ils présentent une segmentation qui est un peu plus, on va dire, consolidée, avec d'un côté les instruments électroniques, donc c'est leur segment EIG, et de l'autre les produits électromécaniques avec leur segment EMG. Et ça, ils les répartissent bien sûr en fonction des regroupements de domaines qu'on a présentés tout à l'heure. Et là encore, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont un portefeuille de marques et de produits extrêmement étendu qui adressent des niches de marché stratégiques dans des secteurs différents. Donc là, c'est une illustration de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En revanche, s'il y a un petit bémol à relever, c'est certainement celui de la rentabilité du capital, puisque le ROIC moyen sur 10 ans n'est que de 11%. Alors comment ça s'explique ? Eh bien premièrement, il faut garder en tête que Ametek est un industriel. Ils ont des niveaux de marge sympas, mais pour un industriel. On voit que les charges variables représentent une grande partie du prix de vente, 64% en moyenne, donc on n'est clairement pas sur une boîte de software. Le reste de l'explication vient de sa stratégie d'allocation du capital. Donc on a dit qu'ils utilisaient une grande partie de leur cash pour faire l'acquisition de sociétés. Et ça, malheureusement, ça a pour effet de faire gonfler leur bilan. C'est ce que vous voyez avec les deux énormes postes qu'on voit ici, donc le goodwill et les actifs incorporels, qui pèsent respectivement pour 6,5 milliards de dollars et 3,9 milliards. Ces postes-là, ils vont avoir un effet un peu pervers de venir maximiser le dénominateur du ROIC. C'est pourquoi ce ratio chez les serial acquirers a tendance à être un peu sous-estimé comptablement, alors même que la création de valeur, elle est bien réelle. Alors, néanmoins, ça reste quand même un niveau de rentabilité du capital acceptable, en tout cas pour moi, à partir du moment où il est systématiquement supérieur au coût du capital et qu'on est capable, comme on vient de le faire, d'expliquer pourquoi il est à ce niveau-là. On passe rapidement sur l'évolution des free cash flow avant de parler de la valorisation. Donc 14% par an sur 20 ans, c'est une très belle performance qui tiennent de la croissance du revenu qui vient en partie des acquisitions qu'ils ont faites et en partie de la croissance des marchés finaux. Et cette performance, il la doit aussi à l'amélioration du niveau de marge opérationnelle qui résulte des gains d'efficience qu'ils ont fait. Deuxième chose qu'on voit sur ce graphique, c'est que les deux métriques, donc free cash flow et free cash flow par action, ont augmenté de la même manière sur 20 ans, ce qui est logique puisqu'ils ont fait très peu de rachats d'actions. Maintenant qu'on s'est fait une idée sur la qualité des fondamentaux, on peut essayer de voir ce qui est pricé actuellement et quelle performance on pourrait attendre de l'action dans les 10 prochaines années. Donc j'ai refait mon petit calcul des owner earnings sur les 12 derniers mois. Ametek, c'est une société qui se paye aujourd'hui 29 fois ses free cash flow, ce qui n'est pas cheap, mais ce qui n'est pas complètement déconnant compte tenu de la qualité de leurs fondamentaux et de leur modèle. Quand on fait tourner un reverse DCF avec un taux d'actualisation assez classique de 10% et un multiple de sortie à 10 ans qui serait le même que le multiple actuel, ça nous donne un taux de croissance des free cash flow par action de seulement 6,5% par an pour justifier le prix actuel. Bon, compte tenu de tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, je pense que c'est une performance qu'ils peuvent largement atteindre. Pour aller légèrement plus loin, j'ai fait une variante où le multiple ne serait pas le multiple actuel de 29 fois, mais un multiple de 20 dans le cas où les marchés deviendraient beaucoup moins favorables dans 10 ans. Et avec ce simple changement d'hypothèse, on voit que la barre est beaucoup plus haute puisqu'il faudrait une croissance des free cash flow par action de 9,5% par an pendant 10 ans pour justifier le prix actuel. Et là déjà, c'est plus tout à fait la même histoire. Personnellement, je pense qu'ils sont capables de le faire, mais c'est déjà moins probable. On revient sur mon petit tableau de la performance annuelle qu'on pourrait attendre de l'action selon les hypothèses de croissance des free cash flow et d'expansion du multiple. Pour Ametek, le calcul est encore plus transparent que pour d'autres sociétés, vu que eux, ils versent un tout petit dividende. C'est-à-dire que la performance repose principalement sur la croissance des free cash flow par action. Donc il faut voir avec quelle prévision de croissance des free cash flow vous êtes à l'aise. On n'est toujours pas sur un conseil en investissement, mais je pense qu'ils sont armés pour faire croître leur valeur intrinsèque
plus rapidement que le marché dans les prochaines années. Les relais de croissance à moyen terme, ça va être en organique, tout simplement l'augmentation des prix de leurs produits. On a dit qu'ils représentaient encore en moyenne une part négligeable, on va dire, des dépenses de leurs clients, mais aussi via la croissance des marchés finaux, notamment celui de la défense / aéronautique et celui des semi-conducteurs par exemple. Et à ce titre, justement, je pense qu'il y a une tendance qui pourrait aussi pointer le bout de son nez et prendre de l'ampleur dans les prochaines années. C'est celle de la réindustrialisation qui est en marche, surtout aux États-Unis et un petit peu en Europe. Alors, dans quelle mesure, je ne sais pas, mais je pense qu'Ametech fait logiquement partie des entreprises qui pourraient bénéficier de ce phénomène, surtout vu les marchés finaux auxquels ils sont exposés. Et enfin, on peut évidemment attendre de la croissance en externe. Ils vont continuer à réutiliser le cash qu'ils génèrent pour racheter d'autres fabricants de produits ultra précis utilisés dans des process critiques, comme ils l'ont toujours fait. Alors, j'ai le sentiment qu'ils ont quand même pas mal de cordes à leur arc en termes de perspectives de croissance. Et l'autre variable importante dans la performance future, ça va être comme d'habitude l'évolution du multiple dans les prochaines années. Néanmoins, je rappelle que ce n'est pas quelque chose que j'essaie de deviner personnellement, puisqu'on est sur de la spéculation. Le seul moyen de se protéger contre une éventuelle contraction du multiple à moyen long terme, ça reste tout simplement d'acheter l'action à un prix correct. Et donc je pense que le mieux à faire si l'action vous intéresse, c'est déjà de commencer par la suivre, mais aussi de la mettre dans votre watchlist et de commencer à être patient. Parce que vous voyez sur ce tableau à quel point le manque de patience peut coûter cher à votre performance, quand bien même vous avez raison sur la croissance des free cash flow. Bref, vous l'avez compris, je suis plutôt convaincu par Ametech. Je comprends pourquoi c'est une des positions principales de Giverny Capital. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, donc dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez que j'analyse une société en particulier sur la chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. Avec la saison des résultats de Q2 et du premier semestre qui approche, il y a plein de nouvelles vidéos qui vont sortir. Donc pensez bien à vous abonner et à activer la cloche. On se dit à très vite, prenez soin de vous. Ciao!